Bonjour à tous. Je voudrais saluer Céline Boyard, votre directrice exécutive de la Conférence de Paris. Vous saluez tous et toutes, chers amis. Alors, welcome everyone to Paris Region. Vous y êtes habitués désormais au Forum des Amis. Nous sommes dans la tradition québécoise. Les femmes et les hommes politiques français parlent français. Je vais donc me plier à l'exercice dans la langue de Molière, en commençant par vous dire que c'est un très grand honneur d'être ici pour accueillir cette deuxième journée de la 8e conférence de Paris, qui a cette année pour thème « Faire face à l'inconnu ». Alors, faire face à l'inconnu, vous ne pouviez pas choisir plus beau thème cette année, parce qu'à l'heure d'un monde toujours plus complexe et imprévisible, avec l'accélération des crises, qu'elles soient écologiques, économique, géopolitique ou même simplement politique, le choix de ce titre résonne avec une intensité toute particulière. C'est vrai que nous vivons une époque un peu folle. Alors, les banques centrales accélèrent les baisses de taux partout dans le monde à un rythme jamais vu depuis le Covid. Face à la multiplication des signes d'un ralentissement économique mondial, inflation en recul, croissance faible et crainte de récession, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, sa future entrée en fonction fin janvier 2025, nous venons de le recevoir à Paris pour la réouverture de Notre-Dame, entraîne une recomposition rapide des rapports de force en Ukraine, au Moyen-Orient et en Asie. La France expérimente, elle, une instabilité politique comme elle en a rarement connue sous la Ve République, avec la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier. Même si, bonne nouvelle, nous avons un Premier ministre depuis vendredi dernier. Mais je me dois toutefois de vous faire une confidence. Je reviens juste des États-Unis où j'ai passé quelques jours pour rencontrer les investisseurs et les financiers américains qui ont choisi l'Île-de-France, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Microsoft, Pfizer. Et j'avais un objectif simple, c'était d'échanger avec eux sur cette période et essayer de les rassurer parce que ces acteurs font les beaux jours de la place financière et économique francilienne. Ils ont permis à Paris de remporter la bataille des relocalisations post-Brexit, devant Dublin, devant Francfort, devant Amsterdam. Et si nous avons réussi à relocaliser près de 6000 emplois depuis Londres, dans le seul secteur financier depuis 2016, si nous avons réussi à créer un écosystème de la French Tech qui est extraordinaire, évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier a suscité de nombreuses inquiétudes de nos partenaires dans les milieux économiques à l'international, en France aussi. Alors j'ai tenu à leur passer 4 messages. 4 messages. Le premier message, c'est que des gens raisonnables sont toujours au pouvoir en France aujourd'hui. Et la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre ces derniers jours en a été la preuve. Les gens raisonnables sont toujours au pouvoir en France et les fondamentaux de la France et de l'Île-de-France sont solides. Oui, nos fondamentaux économiques sont solides et ils ne doivent pas être occultés par l'instabilité politique. Pour ne parler que de la région que je préside, l'Île-de-France, qui vous accueille aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est la première région économique d'Europe, avec un PIB qui est supérieur à celui de la Pologne, de la Suède ou de la Belgique. Si nous étions un État indépendant, je ne devrais pas dire ça devant des Québécois, mais si nous étions un État indépendant, nous serions la 6e économie de l'Union européenne. Le plus grand vivier de talents européens est en Île-de-France, avec 800 000 étudiants formés chaque année aux mathématiques, à la physique, au génie électrique ou encore à la finance dans certaines des meilleures universités ou grandes écoles du monde. Nous sommes aussi la première région d'Europe pour la recherche et l'innovation, avec 40% de la recherche française, 130 000 chercheurs, 3 universités régionales dans les 50 premières du classement de Shanghai. Et vous savez que les secteurs dans lesquels notre recherche excelle, que ce soit l'IA, l'informatique quantique, la biomédecine ou le New Space, alimentent un puissant écosystème de start-up qui représente près de 80% des levées de fonds en France. Et bien évidemment, c'est un honneur d'avoir le Canada comme invité d'honneur à Vivatech. Ça permet aussi de montrer ces liens entre la tech française et la tech canadienne. Alors, troisième constat, c'est que la France dispose d'un certain nombre de filets de sécurité
qui amoindrissent les conséquences de cette instabilité. Je pense par exemple à notre capacité de voter une loi spéciale qui nous préserve d'un shutdown à l'américaine. Ce que nous venons de faire, ce que nous sommes en train de faire en ce moment au Parlement. Et puis, je pense aussi au rôle des collectivités locales. Les collectivités locales, les local authorities, comme on dit en anglais, représentent près de 60% de l'investissement public et ces collectivités locales ont des majorités stables. Ces collectivités locales continuent d'investir. Et puis, la quatrième chose que je voulais absolument vous dire, comme je l'ai dit à mes interlocuteurs américains, c'est que quand la France veut, elle peut. Alors oui, quand la France veut, elle peut faire des choses extraordinaires et je fais bien sûr allusion aux Jeux Olympiques de Paris que nous avons, Jeux Olympiques et Paralympiques, formidable succès, alors que un formidable succès que nous avons réussi, que nous avons atteint sans avoir de gouvernement, puisque cet été nous n'avions plus de gouvernement, mais nous avons quand même été les hôtes de Jeux Olympiques exceptionnels, qui montrent que nous avons un État très solide, nous avons des autorités locales très solides et que nous pouvons faire beaucoup de très très belles choses. Je pense aussi à l'exploit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris en moins de 5 ans, ce qui est aussi un ouvrage d'art absolument exceptionnel et j'espère que beaucoup d'entre vous auront l'occasion de venir voir notre nouvelle cathédrale qui, de mémoire humaine, n'a jamais été vue aussi belle puisqu'on en a profité pour entièrement la refaire. Elle est absolument fabuleuse. Et c'est un hommage rendu à tous nos artisans, à tout le secteur de la construction et des métiers d'art en France. Alors oui, quand la France veut, elle peut. Et dès lors, tout réside dans la volonté politique de faire ce qui est bon pour le pays, mais de s'attaquer aussi résolument à nos faiblesses et nos fragilités. Et nos faiblesses et nos fragilités, eh bien évidemment, on les connaît. Alors oui, si j'ai pu délivrer ces messages rassurants à mes interlocuteurs américains, j'ai également tiré plusieurs enseignements des échanges que j'ai eus avec eux dans un contexte de perte de compétitivité globale de l'Union européenne face aux deux blocs des États-Unis et de la Chine. Perte de compétitivité qui est malheureusement bien documentée désormais par le rapport de Mario Draghi. Alors nous avons trois questions, trois fragilités. La première, c'est la première vraie question qui se pose aujourd'hui en France et que François Bayrou va devoir traiter avec sa nouvelle équipe gouvernementale, c'est celle de la performance publique. La performance publique, nous reconduisons année après année un déficit public depuis maintenant plus de 50 ans et nous nous heurtons à une déconnexion croissante entre le niveau de nos impôts et l'efficacité de nos dépenses publiques. Alors oui, si on veut faire de la performance publique, c'est pas un gros mot dans ma bouche, ça passe par la concentration de l'État sur ses prérogatives fondamentales qui sont au cœur du pacte républicain en France, protéger, éduquer et soigner. Ça passe aussi par un examen régulier des dépenses publiques à l'aune de cette recherche de performance, ministère par ministère, collectivité par collectivité, structure par structure, sans aucun tabou, comme je le fais en Île-de-France depuis 2 ans. Moi, j'ai eu le privilège de prendre la tête d'une région qui était très endettée, qui était dans une situation financière apocalyptique et qui, en plus, avait des infrastructures totalement vétustes. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de faire ces réformes de structure. J'ai été obligé d'amincir la région pour pouvoir la rendre plus forte et pour pouvoir investir dans l'avenir et faire face à mes responsabilités. Il y a 10 ans, j'étais obligé de faire ce que l'État français sera obligé de faire un jour ou l'autre, c'est-à-dire se mettre à questionner l'utilité et l'efficacité de chacune de ces dépenses. Et c'est la priorité aujourd'hui pour l'État français. Alors, c'est pas des choses qui font rêver les électeurs dans les campagnes politiques, mais c'est absolument indispensable. Nous nous accommodons depuis trop longtemps de ce déséquilibre des dépenses publiques par rapport aux recettes. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les contribuables en France et au premier rang desquels les investisseurs et les entrepreneurs qui choisissent la France pour créer de la richesse et de l'emploi. La dégradation vendredi soir de la note souveraine de notre pays, la France, par Moody's, est un ultime signal d'alerte et je crois qu'il faut réagir et réagir vite. Alors ça, c'est la première fragilité française, mais nous subissons aussi
une réglementation française et européenne qui s'empile, qui empile des normes avec une totale déconnexion avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et c'est vrai que nous voyons le retour en force de l'America First de Donald Trump, la promesse d'un nouveau round de dérégulation suite à la première attaque portée par l'Inflation Reduction Act. Donc on a aujourd'hui besoin que ce fameux dicton, vous savez, l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe régule, que ce dicton enfin soit faux. C'est pas possible que notre seule force ce soit d'inventer le RGPD quand les Américains inventent les GAFA, ça n'est pas juste possible. Alors oui, la lourdeur et la complexité de certaines réglementations françaises ou européennes freinent l'innovation, entravent la compétitivité de nos entreprises face à des concurrents internationaux qui se posent beaucoup moins de questions et qui prennent évidemment du coup de l'avance dans les secteurs clés. Entre 2019 et 2024, l'Union européenne a adopté 3 fois plus d'actes réglementaires que le Congrès américain. Et encore, c'est sans compter la production normative française. Nous avons une immense créativité dans ce domaine. Je pense par exemple aux directives CSRD et CS3D qui fixent des obligations très strictes aux entreprises opérant sur le sol européen en matière de reporting environnemental, alors que rien de tel n'existe ailleurs dans le monde et que les critères ESG deviennent presque un gros mot, m'a-t-on dit, dans certains États conservateurs des États-Unis. Alors, je pense aussi au calendrier ambitieux et très contraignant adopté par l'Union européenne, par exemple en matière d'interdiction de la vente des véhicules thermiques d'ici 2035 ou encore en matière d'incorporation des carburants durables d'aviation dans les avions. Ce sont des réglementations qui sont bonnes dans leur objectif et dans leurs principes, mais qui imposent à l'Union européenne des restructurations industrielles massives. Or, quelle est l'étude d'impact de ces restructurations massives? Comment allons-nous les accompagner? En France, comme en Europe, la réflexion sur la norme précède toujours celle sur la compétitivité et je crois que cela doit cesser. Il faudrait instaurer un principe simple. Toute régulation contraignante doit s'accompagner d'une étude d'impact et d'un soutien économique à la transformation du secteur pour que nos industriels ne soient pas totalement fragilisés dans la compétition mondiale. Alors, la troisième question, c'est celle du leadership au sein de l'Union européenne, qui est un véritable point noir à l'heure de la fragilisation concomitante des exécutifs français et allemands, avec une question qui m'a beaucoup été posée par mes interlocuteurs américains. Qui en Europe parlera à Donald Trump? Qui sera l'interlocuteur d'Elon Musk? Qui dira à Madame von der Leyen que la bureaucratie bruxelloise n'est pas toute puissante et que la dérégulation est un facteur de compétitivité? Moi, j'ai la conviction que si l'Europe veut s'affirmer comme une puissance et le rester, la relance du moteur franco-allemand est une priorité absolue. Vous savez, Jacques Chirac était mon mentor et il avait cette belle phrase, il disait « c'est un problème quasi mécanique, c'est un problème quasi mécanique. Lorsque l'Allemagne et la France s'entendent, l'Europe progresse. Lorsqu'elles ne s'entendent pas, l'Europe s'arrête. » Donc on a besoin d'un moteur franco-allemand pour l'Europe. Cette relance est la condition sine qua non du sursaut européen. Et là encore, la condition sine qua non de la mise en œuvre du rapport Draghi qui pose vraiment les fondations de ce que l'Europe plus forte devrait être. Mais on devra sans doute attendre fin février et l'élection probable du candidat de la CDU, Frédéric Merz, à la chancellerie pour pouvoir reposer les bases de cette coopération franco-allemande. Quoi qu'il en soit, nous devons nous préparer du mieux possible parce qu'il y a urgence et je crois que le message qui m'a été envoyé sur le continent américain est clair. L'Europe doit ou lutter ou s'effacer. Évidemment, moi je suis du côté de ceux qui veulent qu'elle lutte. Parce que nous avons vraiment, et je l'ai dit en introduction, nous avons vraiment des talents, nous avons vraiment de la créativité, nous avons vraiment des très grandes entreprises, des très belles entreprises. Nous sommes un territoire qui mérite de réussir. Et donc j'espère que la France se donnera les moyens de réussir, que l'Europe se donnera les moyens de réussir. En tout cas en Île-de-France, soyez rassurés, la stabilité va prévaloir, elle va prévaloir au moins jusqu'à la fin de mon mandat en 2028. Vous continuerez en Île-de-France de trouver une région qui vous accueille, qui est pro-business, qui est stable
qui construit, qui essaye d'améliorer encore l'environnement de ces entreprises avec un super métro, avec des conditions d'installation qui sont extrêmement favorables et avec un talent pool que nous essayons de développer tous les jours pour que vous puissiez y trouver les meilleures conditions d'exercice de votre activité. Alors oui, être pro-business, être technophile, être ouvert à l'international, c'est notre ADN en Île-de-France et ça va le rester. Je vous remercie. Good morning, all. It's a pleasure to have you here at the OECD, and thank you for inviting me to speak with you today. We are indeed entering a period of confronting the unknown. Our collective journey into uncharted territory as a global community is most certainly going to continue in 2025. We gather here at a time when the world is facing a series of overlapping and mutually reinforcing crises, from climate change and inequality, as well as the technological transformation and global instability. All of these create global instability and vast uncertainties. But all of these also demand bold and ununified action. This is the polarized world, but we are not certain if we will be able to muster the collective action that we have seen in the past. A lack of predictable and sustainable financing for development and climate action certainly is exacerbating inequalities. This is worsened by the polarized ownership patterns of critical resources for development and the heightened vulnerability that we see from pandemics and global public health emergencies. These challenges are even more difficult to overcome given the crippling sovereign debt levels that force many countries to sacrifice their own development obligations to service unmanageable debt loads. A sobering statistic underscores this reality. Today, 48 countries spend more on debt servicing than they spend on their domestic education or health. That translates to 3.3 billion people whose lives are directly affected by underinvestment in education and health due to the large interest payments that their countries must make. This is a frightening reality that is likely to worsen in the near term as more countries grapple with the mounting levels of debt that grow significantly during the pandemic. I promise I am not here to be the voice of doom and gloom. But as leaders in the private sector, I am here to tell you, to plead with you, that we need to get all of you to be partners in confronting these challenges. At the OECD, we work closely with policymakers, stakeholders, private sector, and citizens alike to find solutions to social, economic, and environmental challenges, and to establish evidence-based international standards. Our efforts span from improving economic performance and strengthening climate policies to advancing education and fighting international tax evasion, to developing cooperative standards for artificial intelligence, and to combating the growing threat of mis- and disinformation. The OECD serves as both a unique forum and a knowledge hub for data, analysis, and best practices in public policy. Today, I want to share with you how the OECD is approaching its analytical work and policy advice during these uncertain times. My key message is that it is imperative to embrace forward-looking, multidisciplinary policy analysis and advice. The co-creation of policy with diverse global stakeholders is essential for delivering win-win solutions to our shared and interconnected global challenges. This conference is a prime example of the coalition building we need to forge better futures. In a world grappling with polycrises, there is more importance than ever to deepen our commitment to evidence-based policy and innovative approaches. While the OECD has long championed best practices in data-driven, evidence-based policy to support better governance worldwide, to truly confront the unknown, we have seen demands that are more than just the conventional approaches. Traditional methods, while foundational, must evolve. They must include proactive and anticipatory strategies.
Conventional, evidence-based policies rely on lessons learned from past data, which implicitly assumes that what worked yesterday will work tomorrow. But this approach is inherently reactive. To confront the unknown, we must design policies that anticipate future uncertainties, embracing both resilience and adaptability. As a multi-stakeholder convener, the OECD is a pioneer in anticipatory governance and strategic foresight. We are committed to mainstreaming foresight methods to uphold our shared democratic values and foster shared prosperity and significant social, technological, environmental, and geopolitical shifts. The OECD's framework for anticipatory governance of emerging technologies was adopted earlier this year and serves as a blueprint for our forward-looking policy-making approach. It consists of 5 elements that I would like to outline for you today. First, groundbreaking policies in shared values to create a principled foundation for our strategies. Second, leveraging strategic intelligence like horizon scanning to anticipate disruptive changes and build multiple future scenarios. Third, engaging diverse stakeholders to harness their insights in the effective design and implementation of policies. Fourth, adopting agile approaches that allow for experimentation and adaptation to rapidly changing circumstances and local context. And fifth, strengthening international cooperation to ensure that policies are globally interoperable because we are all in this together. These elements form the basis for co-creating new social, technological, environmental, and geopolitical paradigms that are collaboratively shaping hopeful futures. Allow me to illustrate some examples for how we are deploying this new analytical tool to consider this through the demographics and economic shifts that are unfolding globally. Developed countries are rapidly aging, creating significant fiscal pressures on each of our governments. By 2060, these pressures could amount to nearly 8% of GDP on average across all of our OECD member countries. All while the working age population is expected to begin falling in the next decade and decrease by 10% by the year 2060. No developed country is growing at a high enough rate to offset these fiscal pressures. At the same time, approximately 19% of the global youth population, that's defined between the ages of 15 and 24, this population primarily resides in Africa, with projections indicating a 42% increase by 2030. There is a need and an opportunity for a global partnership model of development that more deeply intertwines developed and emerging economies and offers mutual benefits. Africa's young workforce can drive innovation and economic growth, while global partnerships can provide the expertise, the resources, and the technology needed to address challenges such as unemployment, informal employment, and underinvestment in education. The private sector, particularly in sectors like agriculture, technology, and green energy, has a pivotal role to play in this transformational partnership. Another example, anticipating the impacts of transformational technologies like artificial intelligence and preparing for worst-case scenarios are equally crucial. For example, while AI promises significant economic benefits, it also means unprecedented labor market transformation that requires preemptive actions. We also live in a time where the world is experiencing a deficit in citizen trust. Earlier this year, the OECD launched the second edition of our OECD Trust Survey. Across the countries we surveyed, 44% of respondents indicated low or no trust in their national government, which outweighs the 39% who express high or moderately high trust.
Rebuilding the trust of citizens in this polarized world is going to take enormous effort. But it is essential to ensure that we safeguard democracy and work to build stronger institutions. As we navigate the transformative power of AI, it is crucial to set clear boundaries around its use, safeguarding against threats such as mis- and disinformation, advanced cyber attacks, or even the development of biological weapons. Strengthening information integrity and preserving democratic debate are non-negotiable priorities. We must act now to ensure that the worst-case scenarios from the loss of democratic control of AI do not occur. Another example in the environmental domain. The imperative to achieve net zero emissions has never been more urgent. As of 2023, the world has already seen a 1.45 degree increase in global temperatures. That means we could easily surpass 2 degrees of global warming. That is extremely concerning when the impacts of 1.5 degrees of warming are already so profound. Imagining a 2-degree world reveals a stark and unsettling reality, but one we can no longer ignore. Yet hope remains. Global energy investment is set to exceed $3 trillion for the first time in 2024, with $2 trillion allocated to clean energy technologies and infrastructure. This means the world is now investing almost twice as much in clean energy as it does in fossil fuels. COP29, which just recently concluded, resulted in the agreement of the Baku to Belém roadmap, which provides an overarching strategy to mobilize a total of $1.3 trillion annually by 2030. That's an unbelievable target. This roadmap reflects the total global investment needed to address climate change effectively, incorporating both developing and developed countries. It includes investments in infrastructure, clean energy technologies, adaptation measures, and systemic transformations across economies, and also highlights the essential role of public-private partnerships and innovative financing mechanisms. However, contingency planning to curb runaway climate change is essential, and to thwart what may unfold if irreversible tipping points are crossed and we are faced with the unpredictable consequences. This includes research into safe forms of geoengineering, as well as approaches for better management of extreme weather events. What I have just described are some of the ways that the OECD is embracing anticipatory models of policymaking that are fit for purpose in these uncertain and rapidly transforming days. I hope the discussions during this conference can help chart a course towards economic models that promise a better future for all. We look forward to deepening our partnerships with the private sector to tackle these shared challenges and to continuing to build models and policy that can help us advance solutions to tackle all that we may confront in the unknowns of tomorrow. Thank you very much.